Bonjour à tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qu'on coproduit avec l'AFTCC, avec Stéphane Raffard, que normalement les fidèles de l'AFTOC connaissent parce qu'on a fait quelques vidéos avec toi au début de l'aventure. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter rapidement? Ok, déjà merci Raphaël pour l'invitation. Moi aussi c'est avec grand plaisir que je travaille avec toi et plus généralement avec l'AFTOC. Globalement je me présente, donc je suis Stéphane Raffard, je suis professeur en psychologie clinique à l'Université de Montpellier et je travaille aussi au CHU de Montpellier au sein duquel je coordonne une consultation spécialisée dans le TOC et notamment dans la thérapie comportementale et cognitive du TOC. Alors, merci. Je précise aussi que tu es au conseil d'administration de la FTCC. Absolument, et je suis aussi responsable, entre guillemets, au directeur du congrès, en tout cas, directeur scientifique ou responsable scientifique du congrès pour 4 ans, donc pour les 3 prochaines années. Eh ben, très bien, j'espère qu'on sera invité. Vous êtes invité chaque année. Moi, j'aimerais qu'il y ait encore plus de partenariats qui soient effectifs, c'est une question de discussion un petit peu, mais vous êtes évidemment toujours invité. La question de la place des associations d'usagers de patients est centrale. Sans les personnes concernées n'a pas beaucoup de sens. Eh ben ça fait plaisir à entendre, et c'est très bien, et ça va dans le bon sens. On se voit aujourd'hui donc à Paris, je profite d'un de tes passages, pour faire quelques vidéos qui sont attendues, notamment celle par laquelle on va commencer, qui concerne les comorbidités. Il y a beaucoup de gens dans nos groupes de parole qui s'interrogent, parce qu'on en parle assez peu à l'AFTOC, et ça c'est peut-être un tort qu'on a eu, mais la question des troubles associés au TOC, elle est centrale. On a préparé cette vidéo et ça apparaissait de manière assez criante. Alors ma première question, elle va être très simple. Est-ce qu'il est fréquent que le TOC soit associé à d'autres troubles? Et si oui, quels sont ces troubles et quelles sont les statistiques dont on dispose sur ce sujet? Alors, on a quelques méta-analyses, pas toujours concordantes. Je vais plutôt citer la dernière méta-analyse qui a été publiée, mais globalement, ce qu'on sait, c'est que 70%, les chiffres exacts, c'est 69% des personnes qui ont un TOC ont au moins une autre comorbidité. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, tous les troubles mentaux, quels qu'ils soient, sont des troubles associés à des comorbidités. D'ailleurs, c'est toutes les critiques un peu du DSM, et notamment ou des manuels de psychiatrie, c'est-à-dire qu'on a un trouble, mais la question des comorbidités, c'est pas souvent très bien compris. Alors, c'est inclus, mais c'est vrai que quand on a un diagnostic de TOC, eh ben ça peut être un diagnostic plutôt secondaire. On peut avoir des personnes qui ont des TOC, mais ils ont un autre diagnostic plus handicapant. Mais globalement, si on prend le TOC, 70% à peu près des personnes au moins ont une comorbidité. La plus prévalente, évidemment, c'est la dépression. À peu près 40% des gens ont une dépression, un trouble dépressif, clair, c'est pas simplement une dépression, un trouble dépressif caractérisé. Et ensuite, on va retrouver l'autre trouble qui est le plus fréquent au niveau des troubles anxieux, c'est le TAG, donc le trouble d'anxiété généralisée. Donc ça, c'est principalement donc, des troubles, on a à peu près 40% des gens qui ont un TOC qui ont plus de 2 comorbidités. Donc il faut bien comprendre que c'est 70% au moins 1 et 40% en ont 2. Exactement, au moins 2. Et est-ce qu'il est fréquent, tu as parlé du trouble du TAG, tu as parlé de la dépression, les troubles psychotiques, les troubles bipolaires aussi, est-ce que on a des données là-dessus sur... Alors sur moi je un peu plus sur les troubles schizophréniques, on a un peu moins sur les troubles schizophréniques, on fait plutôt dans ce sens-là. On sait que alors les derrière pareil, méta, on est à peu près entre 13 et 15%, 14% de gens qui ont un trouble schizophrénique et qui ont des TOC. Okay. Et ça c'est assez problématique parce que pour différentes raisons, c'est-à-dire que là aussi très souvent les gens vont se centrer sur le diagnostic principal et négliger ce qui parfois est le plus handicapant. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui avaient une schizophrénie stabilisée avec traitement et dans une approche de rétablissement. Donc avec un environnement, ils étaient en train de se rétablir, mais ce qui était le plus handicapant, c'est ce qui restait, c'était les TOC. Ces personnes se retrouvaient face à une absence des fois d'écoute ou une absence de solution. Alors nous, à Montpellier, on a pas ce problème, puisqu'on a la chance d'être un centre expert schizophrénie, d'avoir des unités de rétablissement et d'être spécialisé dans le TOC. Mais il est vrai que c'est un peu quand on a un trouble bipolaire ou un trouble schizophrénique, c'est pas la priorité, ce qu'on peut entendre. Sauf que parfois, c'est la priorité pour les personnes. Parce que c'est le plus handicapant. Absolument. Le TOC,
On sait que c'est un des troubles, alors sorti de troubles anxieux, qui est le plus handicapant, très clairement. Il y a le handicap associé au TOC est parfois plus important que celui associé à une schizophrénie dans un certain nombre de cas. Et une question qui peut paraître un peu bête, mais quand on a un TOC avec un ou plusieurs autres troubles associés, est-ce qu'ils s'aggravent mutuellement ou est-ce que la dépression vit sa vie de son côté, le TOC du sien j'aurais tendance à penser que ça s'aggrave mutuellement, ou même que voilà, le TOC, j'imagine, peut aggraver la dépression quand on passe 8 heures à faire des rituels, mais est-ce que c'est établi scientifiquement ? Alors, dans ce sens-là, oui, si on parle de la dépression, les études des différents troubles, on a très peu de résultats. Le plus précis qu'on a, c'est sur la dépression. Je donnerai un peu la référence, un papier qui est soumis actuellement, auquel j'ai collaboré avec une équipe de Nîmes qui a fait une très belle revue là-dessus, sur la question lien entre TOC et dépression, et dans quel sens ça va. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui a une dépression, c'est un facteur de risque de déclencher du TOC, ou le contraire ? Très clairement, les données vont dans le sens que la dépression n'est pas un facteur de risque pour développer un TOC, c'est le contraire. C'est-à-dire, avoir un TOC est un facteur de risque très clair de développer une dépression. Parce que tu n'as plus de vie, au bout d'un moment, que tu passes ta vie, tu peux plus sortir de chez toi. Ouais. Exactement. On sait, il y a une chose très bien mise en évidence dans la littérature, c'est plus vous avez des activités plaisantes, meilleure est votre humeur. Ça, c'est une donnée assez bien établie. Donc évidemment, quand vous passez votre temps à faire du TOC, à vérifier dans votre tête, est-ce que j'ai dit cela, est-ce que j'ai bien fermé la porte, est-ce que j'ai pas fait une erreur, eh bien on va moins aller voir les gens, on va moins avoir d'interaction sociale, on va moins avoir de vie positive. Et absolument, le TOC est un facteur de risque de développer une dépression très clair. D'accord. On va venir après à la manière d'aborder ça. Dans les groupes de parole, il y a 2 autres troubles pour lesquels on nous pose des questions. C'est les troubles autistiques et les troubles bipolaires. On a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont été diagnostiqués bipolaires et qui ne savent pas s'ils ont un TOC, qui ne savent pas si c'est lié aux différentes phases. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ces 2 catégories, les troubles bipolaires et les troubles autistiques ? Alors, la question alors, déjà, premièrement, ce qu'on voit, c'est que sur la question, par exemple, des troubles neurodéveloppementaux dans le cadre du TOC, il faut bien voir que ce qui est même pris maintenant considéré dans le DSM, c'est la question des tics. Donc la question, c'est est-ce qu'on a le TOC avec un tic. Et ensuite, les chiffres ne sont pas toujours évidents, notamment dans le cadre des TSA avec des sciences intellectuelles, puisque c'est très dur dans ce cadre-là de savoir, nous on reçoit pas mal de personnes, de savoir si ce sont des TOC ou si ce sont des persévérations, des fois des comportements de persévération liés en fait à des troubles exécutifs, ou ce sont des stéréotypies du TSA. Donc les chiffres sont très peu clairs, et particulièrement dans le cadre des TSA avec des sciences intellectuelles, puisqu'ils ont des difficultés à exprimer. On se rappelle le modèle un peu du TOC, c'est que j'ai un doute, pensée intrusive, qui va entraîner, parce qu'en fait on interprète, je sais pas moi, j'ai oublié parce que j'ai fermé ma porte, peut-être que quelqu'un va rentrer, bref, etc., il va avoir des conséquences graves. J'ai la détresse, et pour diminuer la détresse, alors je fais une vérification, notamment, c'est le truc le plus simple. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir s'exprimer. Or, moi je reçois un certain nombre de personnes qui ont des troubles du spectre autistique ou des troubles neurodéveloppementaux à type déficience intellectuelle. Des fois, c'est très compliqué de savoir parce qu'ils ont du mal à verbaliser. Donc les chiffres sont très peu clairs. Par contre, c'est clair, et notamment pour différencier stéréotypie, gestes répétitifs. En fait, la question c'est est-ce que ce sont des compulsions pures ou est-ce que ce sont vraiment des TOC ? Une partie, souvent, l'obsession n'est pas très claire. On a plus des compulsions. En fait, les chiffres sont... Enfin, moi, je les trouve très insatisfaisants. Moi, je trouve qu'ils sont fréquents. Personnellement, je pense qu'ils sont fréquents et qu'on est plus... Dans un certain nombre de cas, on n'a pas accès aux obsessions et on a plutôt des gens qui ont des compulsions, qui répètent les choses, mais on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre d'à viser de diminuer une espèce d'anxiété. Moi, les chiffres qu'on a sont ultra hétérogènes. Sur ultra hétérogènes, parce que je pense qu'on a un problème pour l'identification claire des TOC, savoir si c'est encore une fois des stéréotypies ou c'est vraiment des TOC. C'est compliqué. C'est pas très simple. Et nous, moi, ce que je reçois souvent, c'est encore une fois des patients qu'on nous envoie, et je te dis, et c'est souvent, il y a des tics, et on nous dit que c'est des TOC. Donc et en fait, ce ne sont pas des TOC, ce sont des tics. Donc le diagnostic différentiel est pas clair, ou des stéréotypies de type autistique.
C'est-à-dire sans élément déclencheur à viser de diminuer la détresse. Et là, les thérapies par exposition en prévention de la réponse ne sont pas efficaces. D'accord, mais c'est intéressant parce qu'on voit les impacts, l'impact du diagnostic sur l'efficacité de la prise en charge. Ça, en fait, je crois qu'il y a beaucoup d'études à mener là-dessus, cette question de TOC, stéréotypie, compulsion, éthique. Et sur les troubles bipolaires, on sait, il y a des choses, c'est fréquent. Alors, les chiffres, alors, je ne les ai pas en tête du tout sur les derniers chiffres. Chez schizophrénie, on était autour des 14%. Ouais. Moi, personnellement, on nous envoie très peu de patients avec des troubles bipolaires dans le cadre de TOC. D'accord. Dans la pratique, moi, personnellement, dans la pratique, je reçois très peu de personnes qui ont des troubles bipolaires. Alors, évidemment, on va en trouver. La question, c'est est-ce que les données montrent qu'il y a plus de TOC dans les troubles bipolaires? Ça, j'avoue que je vais regarder. On éventuellement sur trouver sans problème. On le mettra. Et quand on avait préparé, il y a quelques temps, tu m'avais parlé aussi de l'APOC, la personnalité. Mais il fallait distinguer. Tu disais que ça revenait souvent, mais que c'était pas tout à fait la même chose. Alors, est-ce que tu peux dire un peu? C'est la personnalité obsessionnelle compulsive. Mais c'est pas, il ne faut pas assimiler ça, il ne faut pas faire le raccourci avec le TOC, mais en revanche, c'est associé fréquemment. Peut-être pas tant que ça. Pas tant que ça. En fait, pas tant que ça. C'est vrai qu'on a toujours l'impression un petit peu Alors, la personnalité obsessionnelle compulsive, c'est un trouble de personnalité caractérisé par un souci extrêmement important du détail. En gros, ça ressemble un peu au sous-type de TOC symétrie. D'accord. C'est-à-dire des gens qui, en effet, vont passer beaucoup de temps. Alors, ce qui est important, c'est que on sait que dans le cadre du TOC, il faut plus d'1 heure, notamment pour poser un diagnostic. En fait, on sait que déjà, quand les gens ont des POC, et en fait, ça ne absolument pas dire qu'ils ont des TOC. Vraiment pas. Il faut vraiment séparer. Ça de la tête, ouais. C'est pas systématique, je crois que les données, je crois que c'était 25% de gens qui ont des POC qui ont des TOC. D'accord. Donc par contre, oui, ils vont avoir des comportements assez proches de... Ils sont très consciencieux, ils peuvent être avares, ils peuvent être très investis dans le travail, mais on va pas avoir des comportements de vérification systématique, on va pas avoir des gens qui vont compter dans la tête. Le phénomène compulsif, on le retrouve pas. On retrouve, c'est plutôt des personnes avec des hauts niveaux de conscienciosité, très investis dans le travail, avec le souci du détail, qui vont au bout d'un moment avoir des problèmes de prise de décision, un peu ce qu'on retrouve, parce qu'il y a cette espèce de haut niveau de perfectionnisme et de souci du détail, mais on n'a pas ce phénomène TOC de répétition, à faire des comportements. Ce qui fait que le diagnostic peut se faire assez facilement, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire qu'on peut les confondre facilement, mais en fait pas tant que ça, pour la raison que tu viens d'évoquer. Alors évidemment, les gens qui ont des POC ont plus de TOC que dans la population générale, mais on est loin d'être dans les 100% de patients de POC n'ont pas de TOC. D'accord. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon des grosses comorbidités. Maintenant, une autre question, c'est est-ce qu'il y a, tu as déjà répondu sur la dépression, est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent l'association de plusieurs troubles psychiques? Tu as dit par exemple pour la dépression, quand tu as un TOC, tu as plus de chances d'avoir une dépression. Est-ce que c'est vrai, ça se vérifie dans d'autres cas? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des gens qui ont... Est-ce qu'il y a une réponse? Alors, ce qu'on sait, alors si on regarde un petit peu les données, il y a un trait de personnalité qui est évidemment extrêmement associé à tout ce qui concerne les troubles anxieux dépressifs. C'est un trait de personnalité qu'on appelle le névrosisme. Donc c'est un trait de personnalité, rapidement, 5 traits de personnalité bien décrits dans la littérature. Je parle de la conscienciosité notamment, et celui qui a été vraiment extrêmement associé avec la question des troubles anxio-dépressifs, c'est ce trait de personnalité qu'on appelle le névrosisme. Donc c'est une tendance à avoir des problèmes de régulation des émotions, à être hypersensible à certaines émotions, avoir du mal à gérer ce genre de choses. Et les traits de personnalité sont extrêmement génétiques. Il faut bien comprendre. Donc on n'a pas trouvé le gène, etc. Mais très très clairement, il existe un lien très fort entre ces traits de personnalité névrosisme qu'on peut évaluer et le fait d'avoir des troubles du spectre anxio-dépressif. D'accord. Après qu'on en ait un ou plusieurs, on ne sait pas le dire, mais il y a une composante génétique indéniable à prouver. Ah oui. Plus vous avez des traits de type personnalité de névrosisme, plus vous allez avoir des troubles anxio-dépressifs. Alors c'est pas du 100%, parce qu'après, encore une fois, on peut avoir des variables génétiques de vulnérabilité, et ensuite, l'environnement va faire que vous allez apprendre à réguler les émotions, va faire que les modèles parentaux, on connaît peu aussi la question des modèles parentaux
parce qu'il faut des grosses études longitudinales. Donc on sait toujours là, quand on regarde, oui, dans les études, souvent, même on fait souvent des études d'adoption des jumeaux, qui est une des méthodes phares de la génétique comportementale, c'est le fait d'étudier des jumeaux adoptés. Des jumeaux monozygotes, c'est encore mieux, donc c'est le même patrimoine génétique et on contrôle leur environnement. Est-ce qu'on va avoir plus de TOC? Ben, les données sont oui. C'est pas énorme, c'est pas un des troubles qui a le plus de composantes génétiques, contrairement à la schizophrénie ou l'autisme par exemple, les troubles bipolaires. Mais on a des données significatives là-dessus. C'est les meilleurs moyens. On n'a pas énormément de données. C'est des études très longues. Il faut faire des suivis de cohortes. Les Américains sont très forts là-dessus. Mais après, en effet, à part ces études-là, savoir la poule et l'œuf, est-ce que on sait très bien qu'une partie des enfants TOC ont des parents qui ont eu des TOC et qui n'ont pas forcément été diagnostiqués ou qui ont des traits TOC. Ouais, c'est intéressant, hein. Ça mériterait de faire des études plus... je pense que des gros problématiques, c'est les études en effet en génétique comportementale, sont des études qui ont pas mal de financement américain en France, parce que c'est ingrat, il faut faire des études, des grosses cohortes de 20-30 ans. C'est les Américains qui ont... Les Américains qui ont beaucoup étudié ça, alors maintenant on a beaucoup, les pays du Nord, puisqu'ils suivent des cohortes, notamment en Danemark, presque tout le monde est évalué en fait, il n'y a pas de souci au niveau des populations pour être évalué tous les 2-3 ans. Mais en tout cas, bon, c'est clair que le TOC, c'est pas le trouble qui certainement est le plus génétiquement prédicteur ou associé à ça, enfin, dans l'état de nos connaissances. Alors, ok, très intéressant. Maintenant, l'autre grand pilier là, de la vidéo qu'on va faire, c'est comment on fait, du coup, quelle est l'approche thérapeutique quand il y a plusieurs troubles associés. Peut-être qu'il faudra dissocier en fonction des comorbidités. Tu m'avais expliqué la dernière fois, et aussi, quid des antidépresseurs? C'est-à-dire, est-ce que tu donnes les mêmes antidépresseurs quand tu as un TOC tout seul que quand tu as un TOC avec une dépression, avec un TAG, avec un trouble bipolaire, avec je ne sais quoi? Donc, tu m'avais parlé d'une approche transdiagnostique, je pense que tu allais en parler, qui était intéressante, mais voilà, de manière générale, comment on traite le TOC quand il est associé à un autre trouble? Alors, en fait, on sait peu là-dessus. Donc, comme je disais, là, il y a qu'une équipe de collègues Nîmes que je citerai. Il a été, donc on a soumis une revue de la littérature, c'est pas une revue systématique ni une méta, mais on a une revue systématique, une revue de la littérature, narrative comme on dit, qui a été extrêmement bien faite. Et qu'est-ce qu'on a pu observer, qu'est-ce qu'on a pu observer, c'est que très longtemps, on a pu penser que une fois qu'on enlevait le TOC, on faisait une TCC du TOC, il n'y avait plus de dépression. Or, c'est pas si clair que ça. Les données semblent suggérer en effet que quand on a enlevé le TOC, la dépression diminue très significativement, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent quand on a une comorbidité, on part sur le TOC. On traite d'abord le TOC. Sauf que, en tout cas, plusieurs auteurs ont mis en évidence certains biais dans la littérature. Premièrement, c'est que déjà beaucoup d'études qui ont fait des études randomisées TCC TOC avec de la dépression excluaient les gens avec des hauts niveaux de dépression. Très clairement, ils excluaient donc, c'est-à-dire que les résultats portaient sur des personnes qui n'avaient pas des trop hauts niveaux de dépression. Nous, cliniquement, qu'est-ce qu'on rencontre? Et donc, ces auteurs, comme nous, ce qu'on rencontre, c'est que si on traite le TOC, clairement, on va avoir une diminution de la dépression. Mais dans certains cas, la dépression, notamment au début, est tellement forte, on ne peut pas faire la thérapie d'exposition. C'est impossible. Donc, il faut traiter en premier la dépression. Quand elle est sévère. Quand elle est vraiment sévère. Évidemment, on va voir ça. Ça dépend de chaque personne. C'est à évaluer. Donc, ce qu'on peut faire des fois, c'est... Et là, la question des traitements pharmacaux est vraiment à poser. On connaît l'efficacité des antidépresseurs. Alors nous, on donne le choix évidemment aux personnes, puisqu'une thérapie comportementale de dépression, comme de type activation comportementale, marche très bien aussi sur la question de la dépression. La question, c'est le choix évidemment des personnes. Mais très clairement, quand on a une personne qui a une comorbidité dépressive, il faut évaluer le niveau de la dépression, la sévérité de la dépression. Avant de partir à faire des thérapies d'exposition, de toute façon, toujours pareil, quand les personnes qui ont des TOC, j'évalue toujours. Il y a des choses on en a parlé, c'est l'accommodation familiale, ça c'est évident. La motivation de la personne au changement, et notamment la question de la conscience du trouble. Est-ce que mon TOC il est exagéré ou c'est pas vraiment un TOC, ou est-ce que vraiment j'ai un TOC? Et ensuite, c'est en fonction de cela, on va partir. Mais sur la dépression, si elle est trop sévère et qu'on sent qu'on va en parler avec la personne, on va toujours faire un petit exercice test, on voit que la personne
n'arrive pas à s'engager, n'arrive pas à réfléchir, il faut traiter en premier la dépression, soit par psychothérapie courte, je parle vraiment plutôt, moi je pense d'activation comportementale, même si on n'a pas de données claires dans la littérature, soit par un traitement antidépresseur, donc des fois même des gens qui n'ont pas envie de prendre un antidépresseur, qui est efficace dans le cadre du TOC, moins que la TCC, mais qui est des fois plus efficace pour certaines personnes que la TCC, ça dépend, est une vraie option. Et qu'il ne faut pas hésiter à proposer ça à la personne en disant écoutez, au moins pour la dépression, ça va vous permettre de faire la thérapie d'exposition. On prend ça donc cothérapie avec un collègue psychiatre ou médecin. Et ça peut être une vraie option, il ne faut pas du tout la mettre de côté. Non, il ne faut pas s'interdire. Prendre un antidépresseur, c'est pas un problème quand c'est bien contrôlé, et vraiment pas. Au contraire, ça peut être très aidant. C'est très important de le dire. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça comme un échec en soi, mais c'est important que tu le dises. Mais c'est important que tu dises que les gens perçoivent souvent ça comme un échec, mais il faut vraiment pas considérer ça comme un échec. D'ailleurs, souvent, quand on leur disait, si vous aviez quelqu'un de votre famille qui souffrait d'un autre trouble que le TOC, et qui a la possibilité de prendre un antidépresseur, vous pensez que c'est un échec? Alors on a souvent ces erreurs un petit peu de dire ouais, c'est antidépresseur, pas du tout. Tout ce qui peut nous aider à nous sortir, c'est pas pour la vie l'antidépresseur. C'est comme une TCC, c'est une psychothérapie, c'est qu'est-ce qui est efficace, quels sont les effets secondaires et les avantages, c'est tout ce qu'il faut se dire. Non, c'est pas un échec. Là, on a fait un aparté assez long sur la dépression, qui est la comorbidité la plus répandue. Sur le TAG, sur le reste, c'est là que tu m'avais parlé, j'avais retenu ça d'une approche transdiagnostique qui a été documentée. Donc là, sur la dépression, on a bien compris que quand elle est sévère, d'abord traiter la dépression et ensuite le TOC, éventuellement avec des antidépresseurs. Absolument. Et sur les autres comorbidités fréquentes, quelle est l'approche thérapeutique? Très très longtemps. Alors après, une question de coût-bénéfice. Je crois qu'on est des fois dans cette réalité-là, et là s'ouvrent plusieurs options. Soit on fait le trouble par trouble, qui peut prendre un certain temps. Surtout que ce qu'on sait maintenant, c'est on a un certain nombre de processus qui sont communs à tous les troubles anxieux. Et c'est ce qui a été mis en évidence par un ensemble de chercheurs dans leur fonctionnement, dans leur développement. Par exemple, la question de l'évitement, la question de la non-acceptation de la détresse émotionnelle. Vous allez retrouver ça dans absolument tous les troubles, notamment anxieux. D'ailleurs, c'est ce qui a été montré. On avait un papier du 2021 dans Lancet Psychiatrique qui a essayé d'étudier quels sont les facteurs prédicteurs de troubles anxieux résistants ou au long cours. Il y a deux facteurs. Alors, il y avait la sévérité en baseline, il y avait traits de personnalité et névrosisme. Et il y avait le fait d'avoir des attaques de panique, ça c'est assez intéressant. Mais surtout, il y avait deux ingrédients. C'était l'inactivation comportementale, les gens qui étaient peu actifs. On sait bien, les gens qui en fait, pourquoi changer, pourquoi s'exposer si vous faites rien, au bout d'un moment, vous êtes un petit peu dans le même marasme. Et deux, c'était l'évitement de la détresse émotionnelle. Et je vous rappelle, le principe de base de thérapie d'exposition, c'est de s'exposer avec un phénomène d'habituation, mais surtout aussi de tolérance à la détresse émotionnelle. Et donc, on a des personnes qui sont plus ou moins intolérants à la détresse émotionnelle, qui va entraîner un ensemble de comorbidités. Alors, on n'a pas énormément il y a quelques données qui commencent à sortir, mais c'est certainement central dans cette histoire de comorbidité, c'est-à-dire cette intolérance à la détresse émotionnelle, qui a peut-être des causes génétiques, etc. Pas de problème. On ne sait pas trop. Et qui se retrouve vraiment dans tous les troubles anxieux, dans beaucoup. Exactement. Et c'est pour ça que David Barlow, donc un spécialiste américain, a développé une approche transdiagnostique on sait maintenant, on a pas mal de recul, il y a pas mal de papiers dans le JAMA Psychiatrie, dans de méta-analyses qui montrent l'efficacité. Et là, le but, c'est pas de prendre le traitement TAG dans un premier temps. Alors, souvent, ce qu'on demande, c'est qu'est-ce qui est le plus dérangeant pour la personne. Et avec une analyse fonctionnelle, on va essayer de calculer qui fait la poule l'œuf, qu'est-ce qui augmente, et puis c'est la personne qui choisit ce qu'elle veut travailler. Et d'ailleurs, un des gros problèmes des fois des thérapeutes TCC, quels qu'ils soient, ou des psychiatres, c'est qu'ils voient que le trouble, et ils font pas l'étalage de tous les troubles anxieux et voir comment ils s'organisent. Alors, c'est pas toujours très simple, et Barlow a un peu résolu ce problème-là. Il a proposé une approche transdiagnostique où, en fait, toutes les personnes, quel que soit le niveau de comorbidité, vont passer plus ou moins le même protocole, un ensemble de modules, qui vont cibler notamment cette intolérance à la détresse émotionnelle, cette activation comportementale, le fait de s'exposer, l'acceptation, le fait de trouver des buts pour le changement, etc. Et qui a montré une certaine efficacité. Et surtout, ce qui est ultra intéressant, c'est que, qu'importe par où on commence, puisqu'on va traiter un peu tous les mêmes processus communs à ces comorbidités anxieuses. Alors, on repère les points communs dans le fonctionnement des différents troubles et on s'y attaque. Et alors, et c'est ce qu'a montré Barlow dans son approche. Il a ciblé dans ses modules, dans son approche,
ce qui est central dans les troubles émotionnels, et d'ailleurs c'est ce qu'il appelle, c'est une prise en charge des troubles émotionnels. Donc vous savez que le TOC est sorti des troubles anxieux, mais c'est tous les troubles émotionnels, et même les stress post-traumatiques rentrent dedans. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire toutes ces thérapies d'activation, de tolérance, d'acceptation de l'émotion, et thérapie d'exposition, entre autres. Et toi, c'est ce que tu fais justement au CHU de Montpellier, dans ta pratique, c'est une approche que tu appliques et qui rencontre un certain succès? Alors, nous, c'est ce qu'on va mettre en place, parce qu'on a eu un petit problème pour la mise en place. C'est le projet de CMP, c'est un projet qu'on attend de mettre en place depuis 2 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le CHU, on avait déjà quelqu'un qui avait mis ça en place, Charline Delouve. Donc, Charline Delouve, qui travaillait dans l'unité des troubles anxieux résistants, et qui s'est retrouvée évidemment, donc c'est une collègue à nous qui travaille à la FTC, qui a fait pas mal même de présentations là-dessus, qui est vraiment une des premières spécialistes, et qui avait fait une présentation l'année dernière à la FTCC. On l'avait invité, notamment pour comment mettre en place l'approche Barlow. Donc elle avait appliqué dans son service, dans le service des troubles anxieux, et là, elle a quitté l'hôpital pour X raisons. Et je crois que c'était la première en France qui mettait en place dans un service hospitalier. Et pour nous, c'était extraordinaire parce qu'on traitait le TOC et en parallèle, on envoyait les personnes voir Charline, entre guillemets, son groupe, parce qu'elle avait mis en place, et son unité, pour traiter ses comorbidités. Et c'était royal. Donc, comme ce groupe n'a pas tenu, de toute façon, nous, on voulait le faire en parallèle pour le CMP. Ça va être mis en place au CMP de la Paillade, dans le cadre du service universitaire de psychiatrie adulte, coordonné par Delphine Capdevielle. On va mettre ça en place donc, dès la rentrée, avec en effet le groupe Barlow, pour traiter tous les troubles émotionnels, pour évidemment gagner du temps et pour donner accès et traiter les comorbidités. D'accord. Alors l'idée c'est, alors on aura une première approche qui sera du self-help fait par des infirmiers, certainement un peu sur le modèle anglais, qui va essayer de dépatouiller rapidement peut-être des troubles rapides émergents qui peuvent, donc en 10 séances. Si au bout de 10 séances on n'a pas de résultat assez efficace, on va faire le groupe Barlow. Et si jamais après ces 10-12 séances du groupe Barlow, on n'a toujours pas atteint une rémission, après on envoie dans les unités spécialisées. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que si on a vraiment on pense qu'il y a certaines sous-formes de TOC, je pense notamment aux TOC de contamination de sous-types qui se répandent, qui sont parmi les plus compliqués, ou des endroits où des personnes qui ont des grosses accommodations familiales. Si on n'a pas un travail très spécifique, ça va être complexe. Mais en tout cas, ce qui permet, là vraiment, les données montrent qu'en fait, on pourrait avoir, par exemple, plus de 15 personnes, sans faire un groupe ci, un groupe ça, un groupe mi, qui pourraient bénéficier significativement. Et dans le but, c'est de faire sauter l'ensemble des comorbidités. C'est un beau message d'espoir quand même qu'on peut donner. Ouais. Ah mais c'est vraiment, on a des données probantes là-dessus. D'ailleurs, plein de formations FTCC qui ont commencé un peu à pousser. La FTCC va proposer une formation spécifique sur le sujet d'ici peu, parce que toutes les données montrent qu'au niveau même du modèle économique, c'est-à-dire que la FTCC des TOC est particulière et compliquée. Pour moi, dans les TOC complexes. D'ailleurs, souvent, des fois, qui ont des comorbidités. Et nous, on attend vraiment avec impatience de voir ce que va donner cette approche-là sur ces personnes TOC, en se disant, peut-être que ces problèmes de tag, ces problèmes globaux qui des fois empêchent globalement la thérapie d'exposition, vu qu'ils vont être réglés, peut-être que, en fait, on n'aura pas besoin de passer par des techniques hyper spécialisées TOC. On n'a pas beaucoup de recul pour l'instant. On n'a pas beaucoup de recul. Parce que là, cette approche, je ne sais pas si tu as donné la date, mais Barlow, c'est ça. Oula, alors ça fait des années. Alors ils ont développé une clinique. Les Américains ont des unités universitaires en psycho liées aux hôpitaux directement. Il n'y a pas comme en France. Ça fait des années qu'il a développé ça. Maintenant, on a un recul de, je crois, un peu plus de 10 ans sur l'efficacité. Ouais, mais elle n'est pas arrivée en France, quoi, c'est ça. Alors, elle est arrivée, la première qui a mis en place, c'est en libéral, et qui est en train de traduire le bouquin, c'est Thibaut Josse, qui est à FTCC, et Charline Delouve, qui l'a mis en place. Et je sais que Lucia Romo aussi l'utilise notamment pour les étudiants. Évidemment, vu les comorbidités et le problème de la prise en charge des étudiants. Mais au niveau des services hospitaliers, on n'a encore rien qui a été développé. Et moi, je pense que c'est la réponse idéale à tout ce qu'on retrouve de dysrégulation émotionnelle
dans les CMP, au lieu d'avoir des attentes ultra importantes, cette difficulté de traiter les comorbidités, comment on commence, là, on s'embête pas. Une approche globale. Une approche globale, transdiagnostique, qui a fait ses preuves. Il faut plus attendre maintenant, il faut mettre ça en place. À suivre, à suivre. Deux dernières questions pour finir cette première vidéo. Est-ce que ça prend plus de temps pour guérir, alors quelle que soit l'approche de thérapie, mais est-ce que c'est plus long de guérir du TOC quand c'est associé à un trouble anxieux, à une dépression, à autre chose? Bien sûr. Oui, c'est plus long quand même. Bien sûr. Bien sûr. La majorité des données montrent quand le trouble, notamment dépressif, ou le trouble comorbide n'est pas trop important, sévère, quand vous faites la TCC du TOC, en tout cas pour la dépression, c'est clair, quand c'est pas trop sévère, on n'a même pas besoin de faire une TCC de la dépression. D'accord. Mais le problème, c'est en effet ces personnes qui ont des dépressions qui sont sévères. Là, ça va être plus compliqué. Ça rajoute de la complexité, automatiquement. C'est pareil, nous on compte beaucoup de personnes qui ont des tags. Donc c'est-à-dire, moi souvent ce qui m'est arrivé, c'est que cette comorbidité, on la voyait dans la littérature, mais on la voyait pas forcément chez les personnes qui avaient des TOC qu'on rencontrait. Parce que les TOC étaient très sévères. Mais une fois qu'on a débarrassé, souvent c'est ce que je fais, souvent mes collègues me disent, mais toi tu fais un peu la tronçonneuse et le gros truc, et en fait on rend compte qu'on enlève vraiment ces TOC qui sont très handicapants, et ce qui reste, donc on a une personne là qui a plus ces espèces de TOC, ces envahissements, mais on a par exemple notamment le tag. Et cette inquiétude, c'est-à-dire que c'est pas des obsessions, c'est des inquiétudes qui sont très proches d'ailleurs. Ils s'inquiètent sur l'avenir, et ça c'est des personnes où le boulot n'est pas terminé. Ouais. Ok, ils sont plus aussi handicapés par ces gros tocs qui les empêchent d'avancer, mais ils sont un peu dans la vie, mais ils se retrouvent dans la vie avec du souci. Et le tag est souvent négligé, souvent accompagné par les médecins généralistes, ils ne savent pas trop quoi faire. C'est souvent d'ailleurs l'expression, c'est souvent sous forme somatique. Trouble du sommeil, douleur, etc. Et c'est des gens comme ça qui passent un peu à l'as avec des traitements anxiolytiques, hypnotiques, qui sont même pas efficaces, puisqu'encore une fois, le traitement efficace du TAG, c'est l'antidépresseur pharmaco. Pas une grande efficacité, mais quand même une efficacité. Et ils passent un petit peu à l'as. Et comme par hasard, je parle de ma collègue Charline Delouve, devinez quoi, quand elle travaillait, au départ elle travaillait avec nous, donc elle a une grande expérience du TOC, quand elle a travaillé au trouble anxieux, elle a évidemment développé notamment une prise en charge spécifique du TAG. Elle a été obligée de se mettre à niveau. D'ailleurs, cette année, au prochain congrès de la FTCC, là, qui a lieu en décembre, on fait venir Freestone, qui est un spécialiste de la question de l'intolérance à l'incertitude, qui est un processus central dans la question du TAG. On sera ravis d'assister à ça. Dernière question pour terminer cette première vidéo. Bon, un message d'espoir quand même pour les patients. Ça commence à être connu. Il y a des choses qui existent. Là, on a parlé des États-Unis. Ça arrive, mais oui. C'est pas du tout. Il y a des gens qui sont un peu désespérés, mais tu aurais plutôt envie de finir sur une note positive et de donner un message d'espoir. Moi, je suis plutôt extrêmement positif sur la question. C'est que je vais vous donner un exemple. On m'a parlé, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a pris en charge avec une collègue infirmière, puisque nous, ce qu'on fait, c'est que dans certains cas un peu sévères de TOC, notamment c'est une patiente qui avait un trouble bipolaire, et qui avait des gros TOC, donc plutôt en plus de type compulsion assez pure. Et en fait, on a pu travailler, donc l'unité de rétablissement, nos 2 unités de rétablissement maintenant prennent aussi maintenant des troubles anxieux, des TOC sévères. Et en fait, il y a un travail vraiment super qui a été réalisé grâce à la participation des deux. On a une usagère extrêmement active et ma collègue infirmière extrêmement active. Et c'est quelqu'un qui est en train de s'en sortir totalement et qui avait un trouble bipolaire au départ, bien stabilisé, mais il restait ces TOC. Et qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que elle racontait qu'elle, quand elle a travaillé, ma collègue infirmière, elle avait ces patients TOC qu'on ne savait pas comment les prendre en charge. Ils venaient au CMP, et avec des gens qui étaient des fois dans des conditions plus que des patients avec des psychoses résistantes, c'est-à-dire on ne savait pas quoi faire. Le seul traitement, c'était le traitement médicamenteux qui ne marchait pas. Maintenant, on a les thérapies comportementales, on a l'espoir aussi peut-être que des techniques de neurostimulation peut-être pourront apporter quelque chose, on ajoute ou pas, on a l'antidépresseur plus la TCC, on arrive à comprendre maintenant aussi c'est sous forme de TOC, et aussi maintenant ces approches transdiagnostiques. Le gros problème, c'est la question de formation des spécialistes. C'est ça. Par contre, au niveau des traitements, ils existent. Le problème, c'est l'accessibilité. Le problème, il est vraiment là maintenant. C'est pas un problème, on n'est plus devant, on sait plus quoi faire. On sait quoi faire. La question, c'est comment est-ce que, en France, et là on est dans la question des inégalités de territoire, on est dans la question des inégalités sociales, comment les gens peuvent avoir accès
à des spécialistes formés aux approches efficaces. Et ben, c'est la transition parfaite pour la prochaine la vidéo qu'on va faire juste après. On va faire une pause. Ben, merci beaucoup Stéphane pour cette vidéo sur les comorbidités. J'espère que ça répond à pas mal d'interrogations qu'on a notamment dans les groupes de parole et aussi dans les messages qu'on reçoit. Merci Stéphane.